Bonjour à tous et bienvenue pour un dernier chapitre d'histoire et de MC intitulé La 5e République. Vous pouvez prendre une double nouvelle page dans votre cahier et inscrire le titre partie court. Comme d'habitude, vous trouverez sur le blog le lien vers la chaîne YouTube, les documents de travail, la correction, le lien vers le manuel numérique et les documents pour les différentes séances. Il s'agit d'un chapitre un peu particulier puisque pour aller plus vite, j'ai fusionné 3 chapitres, dont 2 d'histoire et 1 de MC. Donc si on regarde votre programme, eh bien dans ce chapitre, vous trouverez la 5e République de la République gaullienne à l'alternance et à la cohabitation. Vous trouverez femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980, et puis un chapitre de MC sur la République française. Et donc j'ai fusionné ces 3 chapitres en un seul, intitulé donc la 5e République. Alors comme d'habitude, avant de vous présenter les consignes pour la séance 1, il faut que je vous présente le chapitre, ses enjeux et sa problématique. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment la France était sortie de la Seconde Guerre mondiale avec le gouvernement provisoire de la République française et avait mis en place la 4e République. Aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment nous sommes passés de la 4e République à la 5e République. En effet, la 4e République a duré peu de temps puisque elle n'a duré que 12 ans, de 1946 à 1958. Donc nous allons voir pourquoi nous avons changé de constitution et de république. Et puis nous verrons également quelles sont les particularités des institutions de la 5e République. Cette 5e République, mise en place en 1958, est toujours en place aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est un enjeu important. Nous sommes toujours aujourd'hui dans la 5e République. Donc en tant que citoyen, c'est important que vous connaissiez l'histoire de votre régime politique. Tout au long du chapitre, nous allons donc nous demander comment les institutions et les pratiques politiques se transforment sous la 5e République et comment la loi essaye de suivre et de répondre aux évolutions de la société. En effet, nous allons voir que la société française pendant cette 5e République va connaître de nombreux changements, comme une forte croissance démographique, mais également des combats pour l'émancipation des femmes ou de la jeunesse. Et elle va connaître également malheureusement une dépression économique. Donc cette période est riche de bouleversements et nous allons essayer de comprendre comment la loi fait pour suivre ces évolutions et s'adapter à la société. Pour répondre à ces problématiques, nous ferons 7 séances avec un plan en 2 parties. Dans une première partie, nous nous intéresserons à l'aspect politique de la 5e République, puisque nous verrons comment elle a été mise en place, nous verrons également ses institutions avec un schéma de la 5e République, puis nous nous intéresserons plus précisément au président de la République et à l'exercice de ses fonctions. Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons davantage à la société sous la 5e République, puisque nous verrons que pendant cette période, la France a connu ce qu'on appelle un baby boom, c'est-à-dire une forte croissance de la population. Puis nous verrons que malheureusement, nous sommes passés d'une période de croissance économique à une période de dépression économique avec une crise. Puis nous verrons que pendant la 5e République, la société a été en mouvement, c'est-à-dire que des changements, des bouleversements se sont opérés, notamment du côté de la jeunesse et du côté des femmes qui ont lutté pour obtenir davantage de droits. Alors commençons tout de suite avec la séance 1. Nous allons nous demander pourquoi et comment une nouvelle république est-elle fondée. Alors pour cette séance, cela va être extrêmement simple ce que je vous demande de faire, puisque vous avez simplement à écouter cette vidéo sur YouTube et à observer une vidéo et un document posté sur le blog, la vidéo B et le document C, puis vous recopiez la leçon. Donc il n'y a pas d'activité à proprement dite pour cette séance 1. Alors, pour comprendre la naissance de la 5e République, il faut retourner un petit peu en arrière. En effet, dans le chapitre précédent, nous avions vu comment nous étions sortis de la guerre et du régime de Vichy, en passant par le gouvernement provisoire de la République française, pour mettre en place la 4e République. Lors de ce chapitre, nous avions vu également que le général de Gaulle s'était retiré de la vie politique puisque les institutions proposées par la 4e République ne lui plaisaient absolument pas. C'était un régime parlementaire dans lequel le pouvoir du président était trop amoindri, d'après le général de Gaulle. Donc il se retire de la vie politique en 1946. La 4e République suit donc son cours, mais très très vite, une nouvelle crise va apparaître puisque lorsque nous avions travaillé sur la décolonisation, on s'est rendu compte qu'une guerre, la guerre d'Algérie, va se déclencher en 1954. Et là, très vite, la 4e République se trouve complètement déstabilisée.
les gouvernements vont se succéder tous les 6 mois et ne trouvent pas de réponse au conflit algérien. Le gouvernement est donc affaibli et on peut dire qu'on est dans une situation de crise politique. Pendant 4 ans, la 4e République n'arrive pas à répondre à la guerre d'Algérie et à trouver une solution. En 1958, cette crise s'aggrave puisque la 4e République change encore à nouveau de gouvernement et donc un nouveau président du Conseil arrive au pouvoir. Il s'agit de Pierre Pfimlin, donc il va se retrouver chef du gouvernement. Or, Pierre Pfimlin ne cache pas son envie de se détacher progressivement de l'Algérie et d'éventuellement accepter l'indépendance. Vous imaginez bien qu'en Algérie, les pieds noirs, c'est-à-dire les Français, les Européens vivant en Algérie, eux sont complètement opposés à l'indépendance de l'Algérie, et donc des émeutes vont éclater en Algérie, à Alger plus particulièrement, notamment le 13 mai 1958. Ces émeutes sont relativement violentes, elles remettent en cause la 4e République et les choix du gouvernement, et un comité militaire va prendre le pouvoir par la force. On parle de putsch militaire. On a donc la mise en place d'un comité de salut public en Algérie dirigé par des militaires qui, eux, demandent le retour de Gaulle au pouvoir. Alors on peut le voir sur cette photographie qui date du 16 mai 1958, puisque sur des banderoles à Alger, on voit De Gaulle au pouvoir. Donc ces manifestants français à Alger pensent que le général de Gaulle pourra trouver une solution à la guerre d'Algérie, et donc ils font appel à lui. En France, le président de la République, qui a peu de pouvoir, est un peu perdu. Il s'agit de René Coty, qui va donc décider de faire appel lui aussi au général de Gaulle. C'est ce que vous comprenez dans le document numéro 2. Il justifie son choix de l'appel au général de Gaulle par le prestige de ce général et le fait qu'il a déjà sorti la France de la crise après la Seconde Guerre mondiale. Donc il dit « Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux années les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté, et qui, ayant ainsi réalisé autour de lui l'unanimité nationale, refusa la dictature pour rétablir la République. » Donc il fait évidemment référence à la résistance, puis au gouvernement provisoire de la République de 1944 à 1946. Alors cet appel est quand même extrêmement risqué, puisque on avait déjà fait appel à un militaire dans les années 1940, si vous vous en souvenez bien, le maréchal Pétain, et cela s'était mal fini. Heureusement pour la République française, le général de Gaulle est attaché à la République et à la démocratie et donc ne remettra pas en place de dictature. Toujours est-il que le général de Gaulle va accepter l'appel du président René Coty, mais à une condition. Il reviendra au gouvernement de la France si on change de constitution, puisque la constitution de la 4e République ne lui plaît pas. Il veut une nouvelle constitution et donc une nouvelle république. Il l'explique clairement dans le document 3. La France se trouve menacée de dislocation et peut-être de guerre civile. C'est dans ces conditions que je me suis proposé pour tenter de conduire une fois de plus au salut le pays, l'État, la République. Mais ce ne serait rien que de remédier provisoirement, tant bien que mal, à un état de choses désastreux, si nous ne décidions pas à en finir avec la cause profonde de nos épreuves. Cette cause, l'Assemblée le sait et la nation en est convaincue, c'est la confusion et par là même l'impuissance des pouvoirs. Le gouvernement que je vais former moyennant votre confiance vous saisira sans délai d'un projet de réforme de la Constitution. Donc, en gros, il dit que la crise dans laquelle la France se trouve est liée au dysfonctionnement des institutions de la 4e République. On va alors lui donner les pleins pouvoirs pour qu'il puisse mettre en place une nouvelle constitution. Cette constitution est soumise à un référendum, c'est-à-dire qu'on va demander l'avis aux Français, on va leur demander de se déplacer dans les urnes pour voter et pour dire si oui ou non ils acceptent cette constitution. Les Français l'approuvent en septembre 1958 avec 79,2% de oui. Donc le oui l'emporte, mais c'est en partie grâce à une campagne d'affiches qui était là pour convaincre les Français du bien fondé du changement de République. Vous pouvez le voir ici sur cette affiche, on voit Marianne libérée de ses chaînes, et dans l'ombre de Marianne, on reconnaît le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait lui-même présenté cette nouvelle constitution aux Français par une cérémonie officielle avec tout un tas de symboles. On voit ici
le V, le 5 en chiffre romain de la Ve République, qui peut aussi faire référence au V de la victoire, installé ici sur la place de la République à Paris. Alors, la Constitution ayant changé, eh bien forcément, on va changer de République, puisque la Constitution, c'est le texte fondamental qui va fixer l'organisation et le fonctionnement de l'État. Si ce texte est modifié, forcément, le régime politique est lui aussi modifié. Donc, on va passer de la 4e République à la 5e République. 5e République dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Donc, si je résume ce que je viens de vous expliquer, nous avions une situation de crise en Algérie, puisque les partisans de l'Algérie française ne veulent pas de l'indépendance et s'inquiètent du nouveau gouvernement. Ils font alors appel au général de Gaulle, puisqu'ils pensent qu'il peut trouver une solution. Cela entraîne une situation de crise politique en France. Le président René Coty fait appel au général de Gaulle. Le général de Gaulle accepte de revenir, mais sous condition de changer la Constitution et donc de changer de République. Alors ça ne va pas plaire à toute la classe politique, vous avez notamment les partis de gauche qui s'inquiètent de cette arrivée du général de Gaulle, puisqu'il est arrivé finalement sans avoir été élu, donc cela les gêne grandement, et la modification de la Constitution enlève quand même pas mal de pouvoir au Parlement. Et effectivement, les pouvoirs du président de la République sont vraiment renforcés. Donc cela inquiète beaucoup certains partis politiques. En effet, dans cette Constitution, les pouvoirs du président de la République sont très forts. Nous le verrons notamment dans la séance numéro 2 et dans la séance numéro 3. Sous la présidence du général de Gaulle, de 1958 jusqu'à 1969, un nouveau système républicain va être mis en place. Vous le verrez notamment lors de la séance numéro 3, et je voudrais insister sur la loi de 1962, puisqu'à partir de 1962, on va permettre aux Français d'élire le président de la République au suffrage universel. Et donc en 1965, le général de Gaulle est élu au suffrage universel. Donc il a toute la légitimité pour exercer le pouvoir, puisque ce sont les Français qui l'ont élu. Lors de son mandat, il entend également exercer une politique de grandeur et d'indépendance de la France. C'est ce que vous comprenez avec le document C posté sur le blog. Donc on va le lire ensemble pour clôturer cette première séance. Le fait capital de ces 7 dernières années, c'est que nous avons choisi l'indépendance. Dans le domaine politique, il s'agit que, sans renier notre amitié américaine, nous nous comportions en Européens que nous sommes. Donc là, ça veut clairement dire que le général de Gaulle veut prendre ses distances avec les États-Unis et sortir son épingle du jeu dans une période de guerre froide, puisque là, c'est un discours de 1965, et donc nous sommes en pleine guerre froide, et le général de Gaulle n'a pas envie que les États-Unis lui dictent la marche à suivre. Je reprends la lecture. C'est bien ce que nous faisons en nous réconciliant avec l'Allemagne. Donc là, il fait référence à l'Union européenne et à la construction européenne, évidemment. Quant aux problèmes qui se posent dans le reste de l'univers, notre indépendance nous conduit à mener une action conforme à ce qui est à présent notre propre conception, à savoir, chaque nation est responsable d'elle-même. De là, notre réprobation devant la guerre qui s'étend au Vietnam de jour en jour, le concours que nous apportons au développement de bon nombre de nouveaux États africains. Bref, il y a maintenant une politique de la France et elle se fait à Paris. Alors là encore, c'est une critique en fait des États-Unis, et puis c'est également une référence au fait que la France a accepté l'indépendance de l'Algérie, effectivement, en 1962, souvenez-vous, le 19 mars, il y a les accords d'Évian, et c'est le général de Gaulle qui signe ces accords d'Évian et donc qui signe l'indépendance de l'Algérie. Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige à l'ère atomique où nous sommes que nous ayons les moyens voulus pour dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur. Alors là, il fait référence clairement, évidemment, à la bombe atomique, puisque nous nous sommes dotés effectivement de l'arme nucléaire grâce à un programme de recherche mis en place par le général de Gaulle. Dans l'ordre économique, pour sauvegarder notre indépendance, nous devons soutenir coûte que coûte la concurrence dans les secteurs de pointe. Nous avons, depuis 6 ans, multiplié par 6 les crédits consacrés à la recherche. Nous organisons un marché industriel et agricole commun avec l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Donc là, il fait clairement référence à la PAC, la politique agricole commune, et donc à la construction européenne. Nous perçons le tunnel du Mont Blanc conjointement avec les Italiens. Nous canalisons la Moselle en association avec les Allemands. Nous nous unissons à l'Angleterre pour construire le premier avion supersonique du monde. En somme, si grand que soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre,
tout en trinquant aux alentours. Alors cette dernière phrase un petit peu énigmatique, elle veut dire tout simplement que si les États-Unis tendent la main à la France et tendent leur verre, eh bien la France préfère se débrouiller toute seule, ou en tout cas se débrouiller avec ses amis européens. Donc là, le général de Gaulle, il est vraiment en train d'amorcer une politique d'indépendance de la France par rapport aux États-Unis dans un contexte de guerre froide. Voilà pourquoi, dit-on, que le général de Gaulle a voulu mener une politique de grandeur et d'indépendance. Cette politique d'indépendance atteindra même son sommet un an plus tard, en 1966, puisque le général de Gaulle va vouloir se retirer de l'OTAN, ce que l'on va faire, mais on reviendra dans cette organisation un petit peu plus tard. Voilà, la séance 1 est terminée, donc moi ce que je vous conseille simplement c'est d'aller voir cette petite vidéo qui vous résume l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, puis vous pourrez tout simplement recopier la leçon puisqu'il n'y a pas d'activité écrite pour cette séance 1. Bon travail!